Bonjour à tous, bonjour au public. Merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui pour cette troisième table ronde qui est consacrée donc aux dessinateurs de presse africains et aux défis et aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Je suis la porte-parole de Reporters sans frontières. Je m'appelle Pauline Adès-Mével et nous sommes avec 4 dessinateurs prestigieux qui viennent de tout le continent. Nîmes qui vient d'Algérie, qui donc est venu spécialement pour l'occasion pour cet événement Cartooning for Peace et avec lequel on va évoquer toutes les difficultés des journalistes et des dessinateurs de presse en Algérie aujourd'hui. Willy the Kid qui va nous raconter également son expérience au Congo et en Côte d'Ivoire et qui a connu l'exil, donc une triple expérience et nous expliquer en fait comment il l'exerce aujourd'hui. Yemi vient d'Éthiopie. Bonjour Yemi. Et c'est intéressant aussi d'interroger Yemi sur les difficultés que connaît le pays, l'Éthiopie aujourd'hui, notamment avec toutes les tensions qui ont lieu au Tigré. On en parle beaucoup en ce moment. L'exercice aussi de ce métier de dessinatrice pour une femme, est-ce qu'elle rencontre des difficultés particulières dans l'exercice de cette profession? Et enfin, Gadé qui est avec nous et qui nous parlera en fait du Kenya, qui travaille pour un grand média, qui est également un bon témoin de la situation en Ouganda et en Tanzanie pour le dessin de presse. Le Kenya qui est donc un pays plus démocratique, qui est plus ouvert aujourd'hui, mais qui rencontre néanmoins un certain nombre de difficultés. Je donc vous laisserai vous présenter et surtout raconter en fait ce qui vous amène ici. Je voudrais commencer le débat avec Nîmes qui sera amené à nous quitter un peu plus tôt pour retrouver un plateau télé pour raconter son expérience. Et Nîmes, je voudrais commencer avec vous parce que en France, aujourd'hui, on connaît bien en fait la situation en Algérie. On en entend parler beaucoup depuis le 21 février 2019, depuis le début du mouvement de contestation Irak. On sait à quel point c'est difficile pour les journalistes d'exercer, également pour les dessinateurs de presse. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez en fait comment, en quoi c'est différent d'être un dessinateur de presse, jusqu'où vous pouvez aller dans la caricature, dans la satire, quel est le message que vous pouvez exprimer. Et puis, vous avez vous-même été victime d'emprisonnement. Récemment, vous avez passé de longs mois en prison et c'est très important en fait aussi de pouvoir témoigner parce que au sortir de prison, vous continuez votre travail avec le même courage et je pense que c'est important pour le public aujourd'hui de raconter cette expérience. Qu'est-ce que c'est d'être dessinateur de presse aujourd'hui en Algérie avec un président Tebboune, un référendum constitutionnel qui a été boudé et une situation de pression extrêmement difficile pour les journalistes et les dessinateurs? Alors, bonjour à tous. Alors moi, en fait, j'ai été dessinateur de presse dans le journal Al Watan, qui est un journal un petit peu contre-pouvoir, dans les années Bouteflika. Donc, ce que j'ai remarqué là, c'est que, en fait, ce qui était possible comme caricature, par exemple, dessiner un président, ce qui était possible sur l'ère Bouteflika, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dessine, par exemple, Tebboune, on risque un mandat dépôt, d'être emprisonné pour moins que ça. Même sur le web, un commentaire ou un petit message déplacé, enfin, on est emprisonné directement. Après, ce qui est... En fait, moi, sur les caricatures, j'avais commencé au tout début du Hirak, mouvement populaire. En fait, moi, je suis un dessinateur qui dessine un petit peu la société, ce qui m'entoure et comment moi je l'aperçois. Dès qu'il y a eu le mouvement populaire, j'étais un petit peu réticent au début. Je me suis dit, bon, nous, Algériens,
on va faire une révolution avec notre tempérament et tout, ça risque de se passer mal. Mais finalement, j'étais très très surpris par l'aspect pacifique des manifestations. Et donc, j'ai commencé semaine après semaine à dessiner ce que je voyais, ce que je comprenais du contexte politique. Et les dessins ont été très très vite repris sur les réseaux sociaux pour être imprimés et brandis par les manifestations dans la rue. Alors, c'est important parce que le message que vous pouvez envoyer avec des dessins, vous dites que le mouvement était calme. Il n'a pas été. Ensuite, il a été réprimé. On va voir donc tous les problèmes qui ont été rencontrés par vous quatre en fait, avec pendant la pandémie et puis ces 2 dernières années sur le continent africain. Est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir faire passer des messages différents, de sensibiliser plus l'extérieur aussi, puisque vous avez une renommée internationale sur cette question du Irak sur place, sur la situation politique. Je voudrais quand même rappeler que l'Algérie a toujours ses frontières fermées, qu'il y a 300 détenus d'opinion actuellement en Algérie, que certains journalistes sont emprisonnés, comme le correspondant d'ailleurs de Reporters sans frontières et TV5, Khaled Drareni, qui est resté 11 mois en détention, et qu'un certain nombre d'entre eux, effectivement, connaissent des mandats de dépôt, sont convoqués. Il y a une pression permanente. Cette pression a été très renforcée par la pandémie qui a permis en fait aux autorités, dès le mois de mars 2020, de serrer la vis et surtout de ne plus communiquer et de profiter du fait que les yeux étaient tournés ailleurs. Moi, ça m'intéresse de savoir en fait quel moyen le dessin le dessin de presse, la satire, la caricature vous a permis quel message il vous a permis de communiquer et est-ce que ça a été plus facile pour vous? Alors facile, pas du tout, parce que en fait, à partir du moment où il y a eu la pandémie, les marches se sont arrêtées et en fait, la pandémie a été un petit peu l'allié du pouvoir. Donc c'est là où il y a eu le plus de répression. C'est comme s'il y avait une vengeance du pouvoir qui passait journaliste après journaliste, les opposants et tout ça, et qui les mettait en prison, les persécutait et tout ça. Après, moi, pour mes dessins, moi, je retransmettais mon ressenti et celui des gens avec qui je manifestais dans la rue. Et je faisais ça voilà, pour la liberté de m'exprimer et tout. Jusqu'à ce que je me fasse... enfin, ils sont venus dans mon agence. J'étais en train de travailler. Ils ont débarqué en civil. Ils ont pris tous les PC, tout mon matériel. Après, ils m'ont 5 heures de garde à vue, voire jusqu'à 5 heures du matin, pardon. Et ils me posaient des questions. Ils me disaient, OK, vous êtes dessinateur, mais d'où vous avez vos idées? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Parce que pour eux, en fait, un dessinateur, ça ne fait que dessiner. J'ai dû donner tous mes codes Facebook, tous mes trucs. Ça a pris un temps énorme. Ils étaient là. Après, quand ils ont compris, ils m'ont dit, bah, dis donc, heureusement qu'il n'y a pas 10 comme vous. Parce que sinon... mais c'était ça, en fait. Ils cherchaient, est-ce que je suis influencé ou... S'il y avait une manipulation S'il y avait une derrière. manipulation derrière et tout. Mais ça les a quand même, ça ne les a pas empêchés d'être extrêmement sévères avec vous et finalement, ça n'a pas, la répression était là quand même. Hein, oui. D'ailleurs, moi, c'était la première fois que je partais dans un tribunal. Du coup, je me suis dit, ok, là, peut-être qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, mais une fois devant le juge, il va comprendre quoi, que c'est que des dessins. Et le juge, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, regardez les dessins comme ça, il m'a dit, de quoi vous vous mêlez? C'était le premier mot. Et là, j'ai commencé à avoir, je me suis dit, bon, là, ça va partir en... Donc, mandat de dépôt, pas de présomption d'innocence, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en Algérie, on vous met d'abord en prison, et c'est à partir de là qu'il faut prouver votre innocence. Et donc j'ai passé une quinzaine de jours, puis j'ai été jugé. C'était 3 mois, un an dans 3 mois ferme. 1 an sursis dans 3 mois ferme. Et voilà.
Et après les 3 mois fermes, vous avez repris avec le même courage votre activité? Oui, alors j'ai repris parce que je ne me voyais pas m'arrêter. En même temps, je me suis très vite, enfin, ça m'a pris un peu de temps, mais après, je me suis dit, finalement, la vraie prison, c'est de ne pas dessiner librement. C'est-à-dire que physiquement, ok, on n'est pas en prison, et c'était dans des circonstances. Mais donc j'ai repris, mais ça m'a poussé à être un petit peu plus subtil, à essayer de faire passer les messages un petit peu moins frontalement, à essayer de trouver d'autres niveaux de lecture et à continuer. De toute façon, le combat, à partir du moment où on est là-bas, je pense que c'est maintenant à la jeunesse de vraiment prendre les choses en main et d'essayer de faire changer les choses. Et avec le dessin, vous pensez que vous sensibilisez aussi un public, un lectorat, des jeunes qui n'iraient pas forcément vers la presse, mais qui sont sensibles à l'actualité que vous transmettez dans vos dessins? Alors totalement. Au début, je faisais des dessins où j'écrivais en français. Donc c'était une certaine catégorie qui comprenait et tout. Mais au fil des manifestations et tout, je me suis dit, on va essayer de toucher plus de monde et faire des dessins où il n'y a pas de texte. Et c'est à partir de là où ça a commencé à prendre de l'ampleur, parce que je recevais des messages de gens qui me disaient, on n'est pas trop au dessin de presse, on ne suit pas la BD, mais vous, on se reconnaît dans ce que vous faites et on aime bien ce que vous faites et continuez. C'est intéressant. Je voudrais que vous restiez un tout petit peu avec nous à interroger Nîmes, justement, puisque vous n'appartenez pas au même type de dessinateur de presse, puisque Nîmes, vous êtes sur un média en ligne, vous travaillez aussi sur la satire, c'est un autre environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience en Éthiopie, votre travail de dessinatrice? Je rappelle qu'il y a seulement 10% de femmes qui sont dessinatrices de presse sur le continent africain. Donc c'est une autre forme de courage. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait quelle est votre activité principale? Je sais que vous êtes très présente donc en ligne, sur les réseaux. Vous touchez également un public jeune. J'aimerais que vous nous racontiez et puis qu'on parle un petit peu de la situation politique actuelle. On attend des résultats d'élections également en Éthiopie depuis hier, parce que des élections se tenaient. Le contexte électoral en Afrique est toujours l'occasion de mettre la pression sur les journalistes. Et puis on parlera bien sûr de la question de la pandémie. Voilà, je voulais donc vous laisser vous exprimer. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à venir ici. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai étudié l'architecture, ça a été mes études, et je suis passé au dessin de presse après l'architecture. J'ai toujours nourri une passion pour les couleurs et pour les dessins et les caricatures. Moi, j'ai grandi en Éthiopie toute ma vie dans une situation politique. Et si on s'oppose, on dit quelque chose contre le gouvernement, on va directement en prison. Et c'est comme ça que j'ai vécu et que j'ai été élevé en Éthiopie jusqu'à l'âge de 20 ans. Depuis 3 ans, comme vous le savez, il y a un nouveau Premier ministre qui s'appelle Abiy Ahmed. Et lui, quand il a été nommé, les choses ont commencé à changer. Dès qu'il est arrivé, beaucoup de journalistes ont été libérés et les situations ont commencé à s'améliorer. Donc moi, j'ai commencé à dessiner, à faire des dessins politiques, un peu de dessin avec un de mes amis qui était blogueur. C'est là où j'ai commencé à faire des caricatures. Il y a seulement 3 ans, très peu d'expérience. Avant coup, je n'osais pas dessiner quoi que ce soit. Avant ça, il y a 3 ans. C'était confortable.
Bon, enfin, je ne voulais pas aller en prison. Je ne voulais pas aller en prison. Hein? Donc, non. Et récemment, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait avec un cas social sur les femmes. Je travaille avec des ONG concernant les femmes dans le pays. En général, je travaille sur des problèmes de respect, de droits de l'homme, sur l'éducation, l'architecture, sur des sujets que je domine. Oui, vous avez pu évoquer plusieurs types de sujets. Quels sont le type de problèmes qui représentent le président? Parce que l'Éthiopie n'est pas bien connue pour être un pays favorable à la presse, à la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le président actuel? Depuis 3 ans, on peut faire des caricatures du Premier ministre. Je l'ai fait, ça me passe. Mais ces jours-ci, le problème qui se produit en Éthiopie, c'est que on a été opprimé tellement longtemps que quand on vous dit que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne savez plus quoi dire. On a été en prison pendant 30 ans, ou presque. Quand tout s'ouvre et que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, les gens commencent à dire n'importe quoi et commencent à s'insulter les uns les autres. Alors, vous ne savez pas où vous en tenir en tant que personne qui veut pouvoir exprimer ses idées. Vous ne savez pas vraiment où commencer. À savoir, est-ce que je dessine ci ou ça, ou est-ce que vous pouvez vous en tenir, comme vous pouvez le voir sur mon dessin derrière. Et il y a un problème d'ethnicité dans mon pays qui complique les choses, un problème d'ethnicité. Et en tant que société, on est une société très secrète parce qu'on ne révèle pas ses secrets, on ne se révèle pas. Eh bien, on garde ses propres secrets, on ne les partage pas avec qui que ce soit. Et aussi, il y a des problèmes d'ethnicité et de religion. C'est une société très religieuse. C'est une société avec une empreinte religieuse énorme. Donc, on essaie d'équilibrer tout cela. Hein? Et puis, il y a aussi tellement de remords et de lutte entre les groupes ethniques entre le pays. On a 70 groupes ethniques différents. Alors on se dit, lequel je vais représenter dans mon dessin? Si je représente celui-ci, les autres vont être furieux. Donc depuis 30 ans, les 30 dernières années, avant, il y a 3 ans si vous voulez, on était sous la férule d'un régime. Et ce régime a lutté pour diviser la société entre les ethnies. Ils avaient des armes pour nous diviser. Ils ne voulaient pas d'unité. Et tout le monde reste sensible à leur ethnicité, du coup. Alors, est-ce que je vais représenter cette ethnicité dans mon dessin ou pas? La situation est très difficile. Donc, la ligne rouge, le fossé, c'est l'ethnicité beaucoup plus que les questions politiques, n'est-ce pas? En tant que femme dessinatrice, comment est-ce que vos collègues vous voient? À quel niveau? Ou est-ce que vous avez la même crédibilité? Est-ce que vous pouvez représenter n'importe quel sujet ou est-ce qu'il y a encore une barrière contre les dessinatrices en Éthiopie ou pas? En ce qui me concerne, d'après ma propre expérience en tant que femme, franchement, je n'ai pas fait l'expérience d'aucune réticence, aucune discrimination, parce qu'on est très peu nombreuses dans le pays, très peu de dessinatrices, peut-être 6 dans toute l'Éthiopie. Donc, ça, c'est une autre chose. Alors qu'en France, on voit qu'il y a des dessins de presse partout. C'est un moyen d'expression courant en France.
Et il y a plein de couleurs. Quand vous visitez les villes, vous les voyez, mais en Éthiopie, ça n'est pas du tout comme ça. Bon. On pense que les dessins, c'est pour les enfants, c'est des bandes dessinées. On ne le prend pas au sérieux, c'est des bandes dessinées. Alors, ils ne peuvent pas être utilisés pour exprimer des problèmes dits sérieux. La raison pour laquelle je travaillais avec des ONG, c'est à cause de ça, parce que les ONG sont à l'étranger, elles comprennent toute la valeur que représentent les dessins de presse et ils peuvent vraiment être utilisés pour transférer et faire passer des messages très forts, même de façon subtile, afin que les gens puissent facilement les comprendre. En tant que femme, je n'ai pas été victime d'aucune sorte de discrimination. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc d'être avec nous et de pouvoir aussi raconter votre expérience. La question justement des femmes dessinatrices est sûrement aussi un point que je voudrais soulever. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre chemin jusqu'à l'exil et en tout cas, ce que vous permet, donc je rappelle, donc vous venez du Congo et vous avez fait un long passage en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important aussi. Bon, il y a une actualité avec le retour de l'ex-président Gbagbo aujourd'hui et des pressions encore contre des journalistes encore hier pendant une visite de Gbagbo dans son village natal. La situation en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que vous permet l'exil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous permet de dire? Quel type de message il vous permet de véhiculer? C'est important. Je voudrais faire un petit retour sur la table ronde précédente où Willy from Tunis expliquait il faut retenir ces jeunes, il faut essayer de faire en sorte que ceux qui veulent partir restent. Mais vous n'avez pas pu le faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Yemi tout à l'heure. C'est que en Afrique, il faut j'ai envie de dire, il faut comprendre que l'exercice du métier de dessinateur de presse, il remonte à très peu d'années. On va dire c'est relativement jeune par rapport à ce qu'on connaît ici en Europe. En Afrique, le dessin de presse a connu sa vraie éclosion à partir des années 90. Donc ça fait relativement très peu de temps. C'est pour ça, les années 90, quand il y a eu... la libéralisation. Voilà. L'avènement de la démocratie en Afrique et tout, qui a permis l'éclosion des journaux d'opposition et qui a vu donc fleurir le métier de dessinateur de presse. Avant ça, c'était dans beaucoup de pays le parti unique et donc on n'avait pas le droit de critiquer le pouvoir en place. Donc ça fait une trentaine d'années simplement que les dessinateurs ont le droit de s'expliquer. Les politiciens n'étaient peut-être pas préparés à ce genre de mouvement, j'ai envie de dire. Et donc c'est quelque chose qui vient un petit peu comme un cheveu dans leur soupe, où ils étaient habitués à avoir le dernier mot, à avoir pignon sur rue. Pas de pluralisme. Voilà, il n'y avait pas de pluralisme, ça n'existait pas. Donc la contestation n'existait pas. Aujourd'hui, les dessinateurs apprennent. Donc pour le Congo-Brazzaville, par exemple, pour le cas du Congo-Brazzaville, il y a très peu de dessinateurs de presse. Et au début des années 90, donc, forcément, on est mal vu. Le pouvoir en place n'apprécie pas forcément ce genre d'art, on va dire, ou ce genre d'expression. Donc, effectivement, on est très rapidement ciblé, on est très rapidement listé, on est très rapidement suivi. Alors, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai quitté le Congo, en fait, sous la guerre. Il y a plusieurs circonstances qui se sont mêlées. Mes parents étaient politiciens. Donc, à un moment, quand le président actuel, le président qui est revenu au pouvoir, a repris le pouvoir, il s'est passé une espèce j'ai envie de dire, une espèce de chasse aux sorcières, où tous ceux qui avaient plus ou moins collaboré avec le pouvoir qui perdait la guerre, était un petit peu pourchassé, était un peu
enfin, était en difficulté, on va dire. Et c'est dans ces conditions que j'ai quitté le Congo pour la première destination qui me tombait sous les bras. Alors ça s'est vraiment passé comme ça, où un beau jour, j'ai reçu un message de mes parents qui m'ont dit si tu peux, quitte le pays, mais le plus tôt possible, et va-t'en n'importe où sans te retourner. Et je suis parti dans la première agence de voyage. J'ai demandé le prochain vol, il part où? Et on était un lundi, le prochain vol partait le mercredi pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Il partait au Bangladesh, je me serais retrouvé au Bangladesh ou n'importe où. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Par coup de chance, j'ai rencontré l'équipe du journal Biche, dont on a parlé tout à l'heure lors de la précédente que je vous montre ici. Conférence. Voilà. Donc, j'ai commencé à collaborer avec ce journal. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici, en France, où aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Alors, j'ai un pied ici et un pied en Afrique. J'ai vraiment résumé mon histoire, parce que si je devais la raconter, je pense qu'on serait là jusqu'à après-demain. Et on va dire que c'est le parcours d'un migrant qui a fait qui a émigré malgré lui, on va dire, parce que il n'y aurait pas eu la guerre au Congo, il n'y aurait pas eu ces persécutions. Je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais ici, parce que j'avais une vie là-bas assez heureuse et je n'avais aucune raison de partir, en fait. Oui, enfin, à part les pressions qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses, voilà, et qui peuvent conduire... Ce sont ces pressions qui m'ont poussé à... Voilà, les exactions contre les oui. journalistes. Je crois que la situation, c'est quand même important de rappeler aujourd'hui que le continent africain, la liberté de la presse, c'est quand même très théorique. Il y a quand même un certain nombre de pays qui connaissent beaucoup de pression. Et la crise sanitaire a vraiment contribué à renforcer la pression. Le nombre d'exactions a augmenté pendant la crise sanitaire. On a vu, par exemple, il y a des données qui montrent que les exactions contre les journalistes ont été 3 fois plus importantes entre mars 2020 et mai 2020 qu'entre mars 2019 et mai 2019. Oui. Donc les 3 premiers mois de cette pandémie qui ont sidéré le monde et qui ont permis à des régimes un peu sévères de sévir, justement, ont été utilisés à bon escient. C'est quand même important de le rappeler. Aujourd'hui, vous pouvez dessiner sur tout. Il y a des limites ou il y a des sujets que vous vous interdisez? Je peux dessiner pour tout. Si c'est une question d'en avoir le pouvoir, oui, je peux dessiner sur tout. Mais je vais dire que je m'auto-censure énormément. Il y a un président africain qui disait, et ça, la phrase m'a fait suffisamment rire pour que je la répète ici. En fait, dans la plupart des pays d'Afrique, la liberté d'expression, elle est tolérée. Mais c'est par contre la liberté après l'expression qui n'est pas garantie. Ah oui. Et il a bien raison, en fait, quelque part, parce que je trouve que c'est bien dit. On a le droit de s'exprimer. En réalité, il n'y a aucune pression, j'ai envie de dire, il n'y a aucune pression directe, mais c'est après s'être exprimé que les problèmes vont commencer. Et les problèmes, il y a de la famille, dans votre pays d'origine, il peut y avoir une répression qui se poursuit Oui, aujourd'hui, je suis en France, mais ça n'empêche pas, par exemple... des coups de fil de la direction de la sécurité du territoire pour m'intimider, pour me dire que mes petits dessins ne sont pas appréciés en haut lieu, par exemple. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, soit on continue, soit on arrête. Moi, je reconnais que pendant un temps, quand j'ai reçu ce genre de message, je me suis dit, bon, je ne vais pas mettre en péril ma vie ou la vie des miens à cause d'un petit dessin, quoi. Voilà, ça n'a strictement aucun sens. Donc j'ai arrêté de dessiner pendant un bon moment. Et c'est en rencontrant l'équipe de Cartooning for Peace que je me suis dit, peut-être que tout seul j'étais faible, mais en faisant partie de Cartooning for Peace, en étant membre de cette association, ça me donne plus de force, peut-être plus j'ai plus envie de parler. Et je continue à le faire parce que j'ai beaucoup d'amis au Congo qui me disent « Ah, mais c'est bien que tu continues à dessiner parce que si tu ne le faisais pas, personne ne le ferait. » Parce que ceux qui sont sur place, en fait, n'osent pas. Bien sûr. Et c'est ça le problème. Ceux qui sont sur place
ils craignent tellement la répression qu'ils n'osent pas dessiner. Alors moi, je bénéficie certainement de cette liberté en étant ici, de pouvoir m'exprimer comme je le veux. Je reçois de temps en temps des petits coups de fil d'amis, je mets ça vraiment entre griffes, qui me disent « Ah, mais tu as recommencé à dessiner là, mais fais gaffe, on sait où tu habites. » Ok. Mais après, je me dis, si je ne le fais pas, personne ne va le faire, en fait. Donc, il faudrait peut-être que je le fasse. C'est quelque chose qui mérite quand même d'être... Après, ce n'est qu'un point de vue peut-être personnel. C'est moi, c'est mon point de vue, c'est... moi, face à ma feuille, j'ai envie de dénoncer telle ou telle chose. Oui, c'est très important. Je pense que ça ne va pas plus loin, mais je pense que c'est quand même important. Voilà. Important justement de ne pas se laisser intimider, de ne pas laisser les pouvoirs dissuader et exercer des pressions, parce que ce qui vous arrive peut intimider de la même façon que ce qui arrive à Nîmes a vocation évidemment à dissuader certains de ses collègues. Je pense que vous avez sans doute discuté à votre sortie de détention, de prison, avec des collègues qui avaient été un peu plus frileux pendant votre détention et qui, bien sûr, ont été un peu plus discrets, n'est-ce pas? Oui, clairement, on était quand même, au début de la Révolution, pas mal de dessinateurs sur Alger, Constantine, à dessiner. Après mon incarcération, j'ai clairement servi en fait d'exemple et de modèle. C'est-à-dire que après ça, il y a eu pas beaucoup de dessinateurs n'osaient vraiment y aller. Ça a calmé beaucoup de monde, quoi. Je pense aussi qu'il ne faudrait pas minimiser les risques, parce que la réalité est différente d'un pays à l'autre. Alors, en France, on peut se dire, bon, on reçoit des menaces et puis on va continuer et peut-être que ça n'ira pas plus loin que ça. Mais en Afrique, ce n'est pas forcément le cas. Je vais citer l'exemple d'un ami qui était journaliste et qui prenait des risques, qui dénonçait vraiment des choses parce qu'il se disait que c'était son métier de journaliste. Au Congo, donc. Au Congo. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Voilà, aujourd'hui, il se retrouve, enfin, il est mort dans des circonstances assez dramatiques. Et je pense que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je comprends mes collègues qui sont au Congo et qui n'osent pas le faire. Sûr, hein. Je les comprends parfaitement parce que du jour au lendemain, ils peuvent... c'est pas la prison qu'ils risquent, c'est simplement de perdre la vie. Et là, c'est vraiment... On se dit, il y a deux poids, deux mesures, quoi. En Europe, on fait une caricature. Oui, d'accord, on risque peut-être la prison... Enfin, parfois plus. Hein. Parfois, on l'a voilà, vécu, parfois plus. Ici, mais la répression est parfois beaucoup plus violente bien sûr, dans certains pays d'Afrique. Alors justement, ça m'amène, et on va pouvoir en parler avec Gado, mais la question de l'impunité en Afrique est quand même une question qui est importante. C'est-à-dire, vous parlez de ce collègue en fait qui a été donc qui a disparu dans des conditions dramatiques. On a l'impression que ce qui en fait perdure, en tout cas, c'est cette impunité, le fait que les crimes contre les dessinateurs de presse, contre les journalistes, ne sont pas punis comme ils devraient l'être, et donc que les autorités n'envoient pas ce message de condamnation publique, ce message qui pourrait dissuader certains de se livrer à des crimes. Est-ce que la situation au Kenya, où il y a donc qui n'est pas un pays aussi facile pour les journalistes, est-ce que cette question de l'impunité des crimes est pour vous importante dans votre exercice, Gado? Et j'aimerais que vous présentiez un petit peu votre travail et les raisons en fait qui vous amènent à décider dans un grand quotidien kényan. Oh, sorry, I should have spoken in English. Yeah, I mean, the question of impunity is very important because we consider la question de l'impunité qui est très importante parce qu'on considère que si les crimes ne sont pas punis, cela va probablement contribuer au fait que certaines personnes vont attaquer les journalistes. Quelle est la situation au Kenya? Cette question de l'impunité, est-ce que vous pensez que les autorités ont suffisamment condamné les attaques et les crimes contre les journalistes? Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à dessiner dans un pays voisin? Vous travaillez dans un très grand média, à l'inverse de Yemi ou de Nîmes.
Alors, qu'est-ce que ça fait de travailler pour une si grande publication? C'est important également, comme Yemi, Nim et Willy, de dire que dans la plupart des pays africains, vous avez la garantie de la liberté d'expression, mais pas de la liberté après expression. En ce qui concerne l'impunité, dans les pays d'Afrique de l'Est, je crois que le Kenya a été légèrement en avance en ce qui concerne la liberté d'expression, car il y a une tradition de médias indépendants depuis un certain temps. Cependant, comme je l'ai mentionné, comme les acquis se sont érodés, ces acquis, en fait, ont été repris. Ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'il y a eu beaucoup de menaces et d'intimidations à l'encontre de blogueurs et à l'encontre de journalistes. Il y a quelques cas où les blogueurs ont été emprisonnés. Et une des choses positives, c'est qu'en ligne, il y a eu un mouvement de révolte très important. Et donc la question est de savoir comment est-ce que l'on protège les acquis obtenus dans un pays comme le Kenya au cours des années. L'autre domaine dans lequel les hommes politiques et l'administration politique a été très bonne, c'est dans le fait d'infiltrer la presse. Et pour moi, ça, c'est un problème encore plus grand, parce qu'ils trouvent des moyens de forcer les journalistes, d'acheter des journalistes. Et parce que ça, c'est quelque chose qu'on en a tendance à oublier. Et ils arrivent à supprimer certaines informations, à choisir, à influencer les choses et à choisir ce qui peut être publié et ce qui ne peut pas être publié. C'est quelque chose qui est apparu plus récemment, maintenant que le Kenya va connaître une élection l'année prochaine. Donc, en d'autres termes, la propagande, la façon dont ils transforment les médias en outils de propagande. Oui, absolument. Et faire en sorte que les médias soutiennent un ordre du jour défini. Au Kenya, en ce moment, il y a un problème lié au fait que la Constitution, ils veulent changer la Constitution. En fait, il va y avoir un référendum. On a vu la classe politique pousser en faveur de cet agenda. Mais les tribunaux ont rejeté les choses. Le document a été rejeté par la Cour d'appel et le gouvernement a interjeté appel. Donc, en fait, quand on en revient aux médias, on s'aperçoit que les défis pour les journalistes, ce n'est pas simplement la question de l'intimidation, mais c'est également le fait qu'ils sont forcés, parce qu'il y a des médias traditionnels qui ont été plus ou moins forcés. Donc ça, c'est un défi. Nous n'avons pas eu, au cours des dernières années,
Nous n'avons pas eu de cas au Kenya où un journaliste a été pourchassé et tué. Mais nous avons eu des cas en Tanzanie où un journaliste a véritablement disparu. Azori Gwanda, que l'on n'a pas vu, que l'on n'a plus vu. Il y a des journalistes qui ont dû fuir le pays. En Ouganda, il y a des cas où les journalistes ont été harcelés avec une intimidation de la presse au cours des dernières élections. Un membre de l'opposition a fait l'objet d'intimidation. Donc, quand on regarde la région, c'est que ce qui est important, c'est que on voit que cette liberté de la presse, l'indice donc de cette liberté de la presse s'est détérioré. On est revenu en arrière. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Je crois que le Kenya est numéro 102 sur 102 sur 180, la Tanzanie 124 et l'Ouganda 125. Et on voit qu'au Kenya, il y a eu des efforts très importants. Et ce qui est important, c'est de protéger véritablement ces acquis. Personnellement, moi, j'ai réussi à travailler de manière très indépendante, malgré les défis auxquels j'étais confrontée avec mon ancien employeur. Je travaillais dans un média indépendant. Je suis en mesure de travailler de manière très indépendante, mais si le journal ne veut pas me publier, je peux toujours publier en ligne. Donc, il y a beaucoup de dessins qui vont se retrouver en ligne. Mais nous sommes très peu, je crois, peut-être nous sommes 3 à travailler pour ce journal. Et donc, dans un pays de plus de 40 millions d'habitants, c'est très peu. Et puis avec des possibilités en ligne. Donc ça n'est pas suffisant. Mais en fait, ça crée une atmosphère de peur, en particulier maintenant que nous allons connaître des élections. Et je crois que malgré tous ces défis, lorsque on est harcelé ou lorsque l'on reçoit des menaces, mon journal peut toujours me soutenir. Mais on n'a pas la même situation avec d'autres artistes qui travaillent de manière indépendante, des blogueurs qui publient leur contenu en ligne. Et parfois, c'est une préoccupation. Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai l'impression que pour Yemi, et pour vous, c'est très important que vous avez mentionné le fait que quand vous ne pouvez pas publier dans votre média, alors vous devez passer à la publication en ligne. Je crois que pour vous tous, Yemi, c'est aussi une question pour vous. La publication en ligne est une opportunité pour les dessinateurs africains pour pouvoir envoyer un message et pour que leur message soit lu et connu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les risques, les discours de haine qui existent? Yemi et Gado, comment est-ce que vous envisagez la possibilité d'être publié en ligne? Pour moi, ce domaine spécifique de la publication en ligne en Éthiopie, c'est pas du tout le bon moment pour tout ce qui est information en ligne, ou tout ce qui est en ligne, tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit au préalable, étant donné qu'il y a une nouvelle liberté dans le pays,
les gens disent ce qu'ils veulent dire et ils trouvent que les publications en ligne, c'est aussi une façon de faire de l'argent. Donc, ils vont dire ce qu'ils veulent pour toute personne qui paie pour cela. Ils ne sont pas sensibles à la question de savoir qui écoute. Et ça crée un grand nombre de problèmes. Par exemple, une fois, il y avait un leader de l'opposition et qui a dit, voilà, j'ai des problèmes, venez me chercher. Et tout le monde dans les zones rurales, vous savez que 80% de la population est agricole. Donc, ils ont entendu ce message, ils se sont tous appelés et ils sont arrivés à Addis Abeba, au centre d'Addis Abeba. Et il y a eu des problèmes d'embouteillage, évidemment. Donc, c'est une personne qui dit en ligne, j'ai des problèmes, et tout le monde débarque avec des tirs de fusils, etc. Donc, je crois que dans une société où les gens ne savent pas véritablement ce que sont les choses, si je faisais ça en France, les gens prendraient un peu de distance avant d'agir. Mais en Éthiopie, nous sommes une société d'agriculteurs, comme je l'ai dit, et c'est très difficile de faire la différence entre ce qui est quoi, et les gens prennent avantage de tout pour en tirer des gains politiques. Et puis les fausses nouvelles, les fake news, oui, ça contribue à la polarisation du climat. Et quand vous avez mentionné le climat politique, Willie the Kid, vous vouliez dire quelque chose? Par rapport aux réseaux sociaux en Afrique, je pense que c'est une opportunité que beaucoup de dessinateurs saisissent, parce que déjà, les dessinateurs de presse ont la possibilité de s'exprimer sans forcément passer par un journal. Et passer par un journal, ça demande pas mal de contraintes. Il faut un contrat, il faut ceci, il faut cela. Et tout le monde n'a pas forcément cette possibilité. Donc, les réseaux sociaux ont ouvert un petit peu la porte à tous ces dessinateurs de presse, je vais dire anonymes, qui peuvent s'exprimer plus facilement. Alors, dans mon cas, par exemple, je sais que la plupart des dessins de presse que je fais sur le Congo, ils n'auraient été publiés nulle part. Les journaux d'opposition n'auraient pas osé, et les journaux du pouvoir ne l'auraient jamais fait non plus. Donc, ils ont une légitimité à travers les réseaux sociaux. Par contre, le danger des réseaux sociaux, c'est qu'une fois que le dessin est mis en ligne, en fait, il n'appartient plus au dessinateur, parce que tout le monde peut le reprendre, le récupérer, le modifier, le détourner, changer le message, le sortir de son contexte. Et là, ça devient un petit peu n'importe quoi. On peut retrouver, je ne sais pas, un dessin de Yemi ou de Nîmes sur Internet, sur lequel on aurait effacé le texte, on aurait mis un autre texte, mais avec sa signature. Donc, les réseaux sociaux nous font assumer de nouvelles responsabilités auxquelles on n'est pas forcément... avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais on doit composer avec ce nouvel élément, ce nouveau média. Et d'un côté, oui, c'est une opportunité, mais de l'autre côté, il y a plein de paramètres qu'il faudrait quand même essayer d'encadrer un petit peu plus. Aujourd'hui, vous êtes, quand vous publiez par exemple sur le Congo, sur les réseaux sociaux, vous êtes alpagué, interpellé. Est-ce que ça contribue justement à ce discours de haine et de polarisation, ce que vous dessinez ou Non. En fait, moi, j'essaie de me placer dans une démarche plutôt d'apaisement, on va dire. Il y a des choses que je ne tolère pas, donc je vais les dénoncer, mais ça sera sans injure, ça sera sans... je ne vais pas invectiver les gens. Voilà.
Mais vous êtes invectivé pour le type de message que vous publiez? Oui, parfois, oui, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, donc, avec ces réseaux sociaux, pour tous les quatre, vous pensez que c'est une façon, en tout cas que ça a sensibilisé des jeunes dessinateurs et que ça les encourage à devenir dessinateurs de presse, le fait de pouvoir s'exprimer, parce qu'on voit en fait que pour vous quatre, en tout cas que vous avez rencontré des difficultés de publication, de trouver le support qui vous permette de vous exprimer, ou pendant le cas d'IEMI, la situation a fait que c'était la situation politique. Est-ce que les réseaux sociaux, la publication en ligne, vous permet à chacun d'entre vous, en tout cas envoie pour les jeunes un message que c'est possible de s'exprimer, de faire ce métier? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que oui, c'est clairement une alternative, surtout pour les jeunes dessinateurs, surtout si on sait que en Algérie, la majorité de la presse est muselée par le régime et qui marche à coup de si vous ne nous suivez pas, vous ne dites pas ce qu'on aimerait entendre de nous, il n'y aura pas de page publicitaire, par exemple. Donc, pas de financement. Du chantage, donc. Donc, du chantage. Et il est très difficile. Par exemple, il y a 2 ou 3 dessinateurs vraiment anciens et qui sont encore sur la presse. Mais l'alternative, je pense, c'est les médias sur le web et les médias indépendants. Et les gens, qu'ils soient les jeunes ou la population en général, regardent plus de ce côté-là. Surtout si on voit, par exemple, quand je vois le JT de 20h en Algérie, je regarde, tout est beau, une Algérie qu'on veut nous vendre nouvelle et tout. Des fois, je regarde ma compagne, je dis, ça serait bien d'aller vivre en Algérie, là. Comme on est en train de la présenter là. Mais en réalité, il y a un gros fossé. Entre la ENTV et le reste. Ah oui. Mais c'est important, en tout cas, de pouvoir donner envie de transmettre. Et puis, vos expériences, vos expériences de résistance et de courage, en fait, incitent, en tout cas, inspirent une jeune génération. C'est pareil pour vous, Willy the Kid? Oui, alors en Côte d'Ivoire, avec Cartooning for Peace, on a initié un projet qui s'appelle Dessinons la paix. C'est le dessin citoyen, Dessinons la paix et la démocratie pour des élections apaisées. Alors, ce sont des ateliers, on mène des ateliers dans les écoles, et on va à la rencontre des jeunes, et on leur explique un petit peu l'importance de la liberté d'expression, l'importance de leur engagement citoyen. Et au départ, si ces jeunes ne savaient pas vraiment comment s'exprimer, ils ne savaient pas à quoi ça servait, simplement même de donner leur opinion, au fur et à mesure des ateliers, ils comprennent que leur voix compte déjà, ils comprennent que ce qu'ils ont en tête, ils peuvent le dire à d'autres dans le respect, à travers un dessin, qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner forcément très très bien pour faire passer un message, que l'important c'est savoir faire passer un message, et que ce message, ils peuvent le faire passer à travers les réseaux sociaux. Et donc, on a créé une communauté sur Internet avec WhatsApp et Facebook qui réunit un peu tous ces jeunes. Et régulièrement, ils nous envoient des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et ces jeunes se sont transformés carrément en véritables ambassadeurs de la paix. Et je pense que ça a eu un impact réel sur les dernières élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Parce que plutôt que d'avoir un épanchement de discours de haine, quand on avait un épanchement de discours de haine, aussitôt, il y avait ces jeunes qui avaient pris part à l'atelier et tous leurs amis qui avaient compris un petit peu le mécanisme, qui venaient et puis qui essayaient de tempérer les choses, d'expliquer les choses, de donner des messages à travers du dessin, à travers des dessins de presse. Et je trouve que c'était fantastique, en fait. Donc, je rappelle, ça s'appelle le... Just to add to what also, before the point escapes, I think. Alors, je crois que, comme Yemi et Willy l'ont mentionné, la plateforme en ligne est devenue une source alternative de revenus pour les artistes. Mais il y a aussi une chose importante qu'on oublie toujours, c'est que les gouvernements africains ont trouvé une façon de limiter la participation en ligne. En Ouganda, par exemple, pendant les élections, le gouvernement, en fait, a fermé
l'Internet. En Tanzanie, ça arrive, et nous avons vu ça dans beaucoup d'autres pays, où la plateforme en ligne, qui sont en fait ces plateformes en ligne qui sont des moyens alternatifs de source d'information, mais qui sont aussi très vulnérables face à ces dictateurs et à ces autocrates, en particulier dans les pays africains. Donc, c'est aussi des défis auxquels sont confrontés un grand nombre de pays africains. Parce que vous pouvez avoir votre liberté de presse, mais pendant la partie la plus essentielle, tout peut être fermé. Ou alors, ils peuvent les utiliser pour leur propre dessein, comme par exemple pendant les élections. Une information qui ne va pas être transmise d'une zone à l'autre, ou alors ils vont fermer l'Internet. Et quand ils font cela, ils peuvent aussi manipuler les résultats, etc. Donc il y a un énorme défi. And I was wondering for the three of you, donc je voulais savoir, en fait, là, vous êtes confrontés aux difficultés de chacun dans vos pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consortiums de journalistes qui partagent des contenus pour être plus puissants. Today, there are a lot of consortium, ICIG, Alors, il y a beaucoup de consortiums et les journalistes se sentent plus forts, ils partagent leurs contenus et leurs enquêtes et ils savent qu'ils peuvent publier plus facilement. Est-ce que c'est la même chose pour vous quand vous rencontrez d'autres destinataires? Est-ce que vous vous sentez plus fort quand vous écoutez les histoires des autres? Parce que vous venez de pays très différents sur le continent africain. Est-ce que ça vous rend plus fort d'entendre, de savoir qu'il y a une équipe? Oui. Moi, j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup de chance de faire partie de Cartoons pour la paix. Et parce qu'ils peuvent me défendre, défendre mes articles, et je leur en suis très reconnaissant. Mais je sais également qu'il est très difficile, c'est très difficile pour mes collègues. Au niveau local, c'est très important de faire davantage d'efforts, donc localement. Par exemple, ce que fait Bish, c'est très important. Parce qu'on instille la culture de la presse libre. En France, par exemple, la presse libre, malgré tous les défis, c'est une culture. C'est accepté dans tout le pays depuis des siècles. Et je crois que c'est très important. Il faut faire des efforts pour faire cela davantage dans les pays locaux, les communautés locales, pour s'assurer que ce soit instillé et que ce soit compris de tous. Yemi, qu'en pensez-vous quand vous entendez votre collègue, l'expérience de votre collègue? En ce qui me concerne, je pense que j'ai beaucoup de chance de me trouver parmi des gens qui ont subi tout cela parce que ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je suis venu après. J'ai compris que les gens ont payé un lourd tribut pour cela. Et alors, j'ai appris beaucoup auprès d'eux. Ça a été une très bonne expérience parce que j'ai tiré beaucoup de leçons de ce qu'ils m'ont dit. Une des choses que je voulais dire auparavant concernant les enfants. Il y a... Nous n'avons pas l'école en matière d'éducation. Il n'y a pas l'école qui enseigne le dessin de presse. Quand vous parlez aux gens et vous leur dites
vous pouvez devenir dessinateur et faire comme ci, comme ça. Et ils s'inquiètent de savoir comment je m'y prends, parce qu'il n'y a aucune école qui puisse enseigner l'art du dessin de presse. Ici, on a des moyens de se familiariser au dessin de presse. Et puis avant, donc Willy the Kid, je voudrais savoir aussi, vous vous sentez soutenu et vous sentez avec des réseaux comme Cartooning for Peace ou en entendant les expériences de vos collègues, vous avez l'impression que c'est important de... Absolument, oui. Je pense que le travail de Cartooning for Peace est remarquable non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, parce que la toute première fois où les dessinateurs de presse ont pu se réunir à Addis Abeba en 2019, c'était sous l'impulsion de Cartooning for Peace, et ça nous a permis de nous rencontrer déjà, de discuter, d'échanger entre nous déjà, et puis d'avoir l'opinion, le point de vue les uns des autres, et de toucher du doigt les réalités des pays de chacun qui sont vraiment très, très, très différentes. Donc, je pense que ce genre de rencontre est bénéfique, déjà, parce qu'on apprend à se connaître, on en apprend un peu plus aussi sur les difficultés rencontrées par les collègues dans leurs pays respectifs. Et c'est très, très, très important. Alors, je pense que peut-être qu'il manque en Afrique ce genre j'ai envie de dire, de conglomérat. Il manque peut-être ce genre d'association qui réunirait des dessinateurs et qui traiterait peut-être des problèmes à un niveau local. Oui, plus régional. Voilà, oui. Peut-être que ça manque, et peut-être que Cartooning for Peace a déclenché quelque chose qui pourra évoluer dans ce sens. Je pense que ça finira par arriver dans ce sens. Ouais. Bon entendeur, c'est l'appel du 2 juillet donc, de Willy the Kid pour Cartooning for Peace pour développer des initiatives locales. Avant de terminer donc, cette table ronde qui était vraiment très intéressante avec vos témoignages, on va prendre quelques questions dans la salle. So we'll ask people to... if they have a question. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos dessinateurs? Oui. Alors, je vais traduire. Mr. is the representative of a media in Benin. Ce monsieur est représentant d'un média au Bénin et il a beaucoup apprécié ces tables rondes et il a dit que c'est paradoxal au Bénin. Au Bénin, il est possible de dessiner des dessins satiriques, mais la presse est sous pression. Il voulait dire, et pas mal de journalistes au Bénin ont été envoyés en prison pendant pas mal de temps. L'an dernier, il voulait souligner le fait que être un dessinateur ou bien un journaliste qui font des dessins satiriques au Bénin, c'est plus facile que d'être purement journaliste. Ce témoignage, c'est très intéressant. Bien sûr. Je voudrais rassurer aussi l'assistance. Le tableau n'est pas forcément noir partout non plus. Il y a des pays plus permissifs et il y en a qui sont peut-être un petit peu plus durs. Par exemple, au Bénin, je sais que la caricature vit des beaux jours. C'est un petit peu le cas aussi en Côte d'Ivoire avec le journal Biche qu'on a vu tout à l'heure. Les situations d'un pays à l'autre sont différentes et d'un pays à l'autre, on a plus de liberté ou moins en fonction des gouvernants qui sont en place. Donc le dessinateur de presse n'est pas en danger forcément dans toute l'Afrique ou dans tous les pays africains, ce n'est pas le cas. Il y a des pays où on sait rire de soi-même, heureusement. Je profite pour montrer la carte de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Vous voyez que en fait, certains pays en noir, Libye, Égypte et Somalie en haut, mais que la plupart de la carte est rouge, ce qui n'est pas bon, ce qui est une situation difficile pour la liberté de la presse. Noir, c'est très grave.
Donc le continent africain est épargné quand même, effectivement, vous le disiez, situation problématique en orange et jaune, Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Burkina et Ghana. Donc effectivement, il y a des sources d'espoir, on va dire, mais cette carte illustre le fait qu'il y a des gradations et des pays qui se portent quand même relativement bien. Oui. Alors, je vais reprendre votre question de façon à ce que les traducteurs puissent la traduire pour Yemi et Gado. Monsieur faisait référence au fait que il y a des pressions contre les journalistes en Afrique, mais il y a moins de pression. Au fond, on voit moins de dessinateurs de presse arrêtés ou en prison. Et la question qu'il se pose, c'est de savoir si le dessin de presse permet, comme au Bénin par exemple, d'exprimer un message qui serait... Est-ce qu'il y a une capacité d'interprétation qui ferait que finalement le message est moins dangereux? Comment expliquer le fait que les dessinateurs de presse finalement s'en sortent pas si mal? Si c'est bien... Il y a un petit paradoxe parce qu'il y a quand même des dessins... qui sont parfois extrêmement provocateurs et qui envoient des messages très forts. Vous avez ce sentiment que les dessinateurs sont un peu protégés? Oui, bien sûr. Alors, dire qu'il y a moins de dessinateurs de presse en prison ou menacés en Afrique, j'ai envie de dire c'est relatif. En France, il y a combien de dessinateurs de presse? Voilà. Au Congo, il y en a combien? Je pense qu'on est 2. Voilà. Dans la plupart des pays africains, comme je le disais, l'exercice du dessin de presse, c'est relativement récent. Donc, on n'est pas des dizaines de milliers non plus. Le nombre de dessinateurs de presse en Afrique, en tout cas dans certains pays, est déjà lui-même très restreint. Alors, peut-être que ceci explique cela. Il y a aussi la raison de l'autocensure. Un dessinateur de presse au Congo, par exemple, je sais qu'il va s'auto-censurer beaucoup plus que s'il était à l'extérieur. Mais je pense que la question du nombre de dessinateurs, déjà, elle doit peser sur la balance. Gado, vous pensez la même chose? You think the same about... Yeah, I think Je pense que Willy l'a très bien exprimé, clairement. En fait, quand vous comparez les chiffres, bien sûr, on n'a pas autant de dessinateurs et dessinatrices. En prenant en ligne de compte le début du dessin satirique. Donc tout cela, c'est un défi. Mais dans certains cadres, dans certains pays africains, le contexte est différent. La menace, il faut le comprendre, est très subtile et, disons, inconnue des grands artistes en vogue. De temps en temps, on entend que quelqu'un est interrogé par la police. Mais en fait, les menaces envers les dessinateurs sont très subtiles. Le gros problème, c'est que les artistes puissent trouver ces plateformes. Parce que comment pouvoir entrer sur les plateformes reste en soi un défi. Yemi a aussi expliqué qu'il y a de nouveaux défis aussi à être en ligne. Mais ce qui, selon moi, reste un gros problème. Et comme c'est le cas dans beaucoup de pays, les dessinateurs sont encore considérés comme étant le baromètre de la liberté de la presse. Même dans les pays africains où il y a les problèmes, ils sont vus comme étant un peu le baromètre de la liberté. Quand en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, dans ces pays, on sait que quand les dessinateurs sont harcelés, là, on sait qu'il y a un chiffon rouge qu'il faut brandir. C'est là, c'est quelque chose dont il faut s'en souvenir. Yemi le disait, oui, il y a
toujours, quand on voit le chiffon rouge, vous savez qu'il y a des ennuis et que l'orage va gronder. Mais il y a des subtilités dans la façon dont le gouvernement s'y prend. En fait, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours par jour pour trouver des moyens de supprimer la presse, la brider. Comment acheter la presse, comment la soudoyer, comment utiliser la force, comment faire des coercitions, comment payer pour... Quelqu'un a parlé d'une philosophie. Il faut se tenir loin des politiques parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils combinent, ce qu'ils complotent pour vous nuire, comment ils vont essayer d'exercer leur coercition. Il y a différentes recettes qu'ils utilisent pour vous intimider et pour supprimer la presse, la liberté de presse. Ils peuvent utiliser la force, mais ils ont des recettes beaucoup plus subtiles parmi leurs outils. Voilà, on va donc être... oui. Voilà, je ne sais pas si... je vois plus de mains levées dans cette salle remplie. Donc, je pense qu'on va mettre un terme à cette table ronde. Je vous remercie d'avoir donné ces témoignages. C'était très intéressant, c'était très divers. Et donc, vous avez lancé l'appel du 2 juillet pour le dessin de presse en Afrique. Et j'espère qu'il sera entendu. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup.